arriver, ou Bruno, on verra. Bien, si vous voulez bien vous asseoir, s'il vous plaît. La crise sanitaire nous oblige une fois de plus à nous réunir dans cette grande salle polyvalente. Nous n'avons pas le choix. Donc c'est vrai que c'est pas des conditions idéales pour travailler, mais on n'a pour l'instant pas d'autre solution. Bien, donc je vais procéder à l'appel, s'il vous plaît. Marie-Madeleine Hugues. Christophe Rambaud. Iba Pruneau. Moussa Osturk. Anne Pasco. Alexis Christodoulou est excusé à donner pouvoir à Marie-Madeleine Hugues. Michel Brandon. Atif Khalid. Marie Razamoeli est excusée à donner pouvoir à Michel Brandon. Boubacar Ba est excusé à donner pouvoir à Atif Khalid. Daniel Barré. Jamal Malgui. Il est excusé. Je ne sais pas s'il a donné un pouvoir. À qui? À Daniel Barré, oui, c'est ça. Donc, Jamal Malgui est excusé de donner pouvoir à Daniel Barré. Asma Mana Yamadi est excusé de donner pouvoir à Moussa Osturk. Fatima Tasso. Annie Beram est absente. Miné Caillou. Thierry Jolivet. Jacques Lalo est absent. Il est excusé de donner pouvoir à Anne Pasco. Eulalie Lama. Corinne Moutot est excusée de donner pouvoir à Christophe Rambaud. Francine Feuzor a donné pouvoir à Fatima Tasso. Jean-Claude Renouf. Mario Tavares. Élodie Thorez. Bruno Toine n'est pas arrivé. Normalement, il vient. Cyril Faure. Michel Perrier. Patrick Gage. Virginie Durand est excusée de donner pouvoir à Michel Perrier. Farah Loiseau. Kassim Balaban. Absent. Et Claire Prieux. Je vous propose de désigner un secrétaire de séance. Oh, c'est Élodie? On changera en cours de route. Bien, donc le quorum est atteint, nous pouvons valablement délibérer. Vous avez, dans l'ordre de l'ordre du jour, vous avez reçu le procès verbal de la réunion du conseil municipal du 16 décembre. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de l'adopter en l'état. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Il est donc adopté à l'unanimité. Merci. Donc, comme indiqué dans la convocation du conseil municipal, je salue la présence de M. Ibon, délégué territorial du groupe La Poste, et de M. Sossaya, dont je ne connais pas l'émission. Voilà. Directeur de secteur sur le bureau de Chalette-sur-Orne. Directeur de secteur à partir du bureau de Chalette. Voilà. M. Ibon et M. Sossaya souhaitaient me présenter. Je pense qu'il était bien de le faire à l'ensemble du conseil municipal, de présenter les activités de la Poste et les projets qu'ils ont sur Chalette. Voilà, M. Ibon. Très bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, comme l'a dit votre maire, donc je suis donc Francis Ibon, donc délégué territorial pour le groupe La Poste. C'est-à-dire je représente le groupe La Poste dans sa complétude sur l'ensemble du territoire, donc du Loiret. Alors, justement, on va démarrer par une brève présentation donc, du groupe La Poste. Parce qu'en général, donc, La Poste, on dit oui, on la connaît, mais qu'est-ce qu'est le groupe La Poste? Le groupe La Poste est composé de ce qu'on appelle donc, de 5 branches principales. Le service courrier-colis que vous connaissez, donc, qui opère donc, tous les jours, enfin 6 jours sur 7 donc, dans vos communes, par la distribution notamment donc, du courrier et des colis. Nous avons donc, excusez-moi le mot, Géopost, et c'est une marque, c'est donc tout simplement donc, tout ce qui est colis express international. Parce que la Poste n'est pas que présente que sur le territoire français, la Poste est présente presque partout dans le monde. Et donc derrière Géopost, vous avez donc des marques comme Chronopost, DPD, Pickup, qui opèrent donc toute la partie colis. La banque postale qu'on ne présente plus, donc qui a donc
près donc un peu plus donc qui aura bien qui est un peu plus donc d'un siècle, parce que donc c'est l'origine donc des chèques postaux que tout le monde connaît. La branche numérique, on est certainement beaucoup moins connu sur cette partie donc de branche numérique. Il faut simplement savoir que la Poste est le premier hébergeur de données médicales en France. À partir du moment où vous êtes dans une pharmacie, votre ordonnance est scannée, et ce sont les serveurs de la Poste qui conservent toutes ces données. Et après, donc, derrière, il y a donc d'autres services qui sont donc, à destination des collectivités. Il y a une autre activité dont on peut parfois ne pas être fier, mais si vous êtes photographié par une boîte à images, c'est les services de la Poste qui opèrent donc, toutes les opérations donc, derrière. Tout simplement parce que donc, nous sommes un tiers donc, de confiance numérique, que tous nos serveurs sont hébergés en France et sont sécurisés donc, le mieux possible. Donc toutes les données que la Poste opère, stocke, il n'y a aucune utilisation donc, de données externes derrière. Et donc la dernière branche, c'est donc le réseau La Poste, le réseau donc, des bureaux de poste. Ça, c'est donc les branches principales, et derrière, vous avez environ donc, 250 filiales. Donc le groupe La Poste, c'est donc 250 000 personnes qui travaillent, dont à peu près 30 000 à l'étranger. Le groupe La Poste a des missions. Alors, le groupe La Poste est une entreprise privée, une société anonyme donc depuis 2010, ce n'est pas une entreprise publique, mais elle porte des missions donc, de service public au nombre de 4. La première mission, c'est le service universel, c'est la distribution donc, du courrier, donc 6 jours sur 7, comme je le disais donc, tout à l'heure. Le deuxième, c'est donc le transport et la distribution de la presse. Dans des zones urbaines, il y a bien souvent donc, des porteurs privés, mais dans le monde rural, les opérateurs, tous les éditeurs comptent exclusivement sur la Poste pour la distribution des journaux et des revues. La quatrième mission, c'est l'accessibilité bancaire. Portée par la Banque Postale, nous sommes la seule banque qui a l'obligation d'ouvrir un compte à partir d'1,50 € à tout citoyen qui peut justifier d'une adresse et, pour une fois, d'1,50 € et donc d'une pièce d'identité en cours. La dernière mission, c'est la contribution donc, à l'aménagement du territoire. C'est ce qui nous amène aujourd'hui. Cette mission de service public est une mission qui est très encadrée par un observatoire national de la présence postale. Cet observatoire est composé de l'État, de l'Association des maires de France et de la Poste. Cet observatoire régit cette mission d'aménagement du territoire et un contrat est signé tous les 3 ans entre les 3 parties que je vous ai indiquées, donc l'État, l'Association des maires de France et la Poste. Il y a donc une déclinaison au niveau donc, départemental qui est une commission donc, départementale de présence postale territoriale qui vérifie au bon respect donc, du contrat tel qu'il a été vu au niveau national, tel qu'il a été signé. Ces 4 missions donc, de service public, comme toute mission de service public, est compensée par des fonds de péréquation. Les fonds de péréquation, si on prend donc, à l'échelle donc, de 2019, laisse un bilan net négatif de 9... allez voir que je prenne le chiffre exact parce que je l'ai entendu ce matin, donc que je ne donne pas d'erreur, que je ne dise pas l'erreur, de 856 millions d'euros. Donc la Poste, n'étant pas, on va dire, une entreprise publique, doit travailler sur ses deniers propres pour compenser et après donc, essayer donc, de dégager donc, du chiffre d'affaires pour pouvoir donc, dégager donc, des bénéfices pour améliorer notre outil industriel. Si on prend ne serait-ce que le service postal universel, on parlait donc de 2020, c'est d'une année, on va dire, compliquée pour tout le monde. Sur cette seule mission donc, de service public, c'est 1,5 milliard dû à une forte chute de l'activité courrier. Donc voilà l'entreprise de la Poste. C'est une entreprise, moi je me plais toujours à dire, c'est un colosse au pied d'argile que l'on doit donc faire vivre, que l'on doit donc faire répondre à ces missions donc, de service public. Et c'est la raison pour laquelle on va vous présenter donc, aujourd'hui donc, la présence de la Poste sur donc, la commune donc, de Challettes. Je prends le relais, Francis. Donc Julien Sosaya, je suis le directeur de secteur donc pour le réseau La Poste sur le secteur de Challettes-sur-Loing. Je vais vous présenter la présence postale au sein de la ville de Challettes-sur-Loing.
Actuellement, je gère le bureau de poste de Chalette-Vézines situé rue Roger de Saint-Lingros et également le bureau de poste qui est donc à côté de l'école Camille Claudel, le bureau de poste d'Ichalette principal, 25 avenue Jean Jaurès. Le centre courrier au milieu de ces deux bureaux, marqué donc centre courrier représenté en noir, et les différents points de contact, relais pick-up et bureau de tabac qui se présentent sur la zone, qui commercialisent également des produits ou des services de la Poste. Je voulais vous présenter donc l'évolution de la fréquentation quotidienne depuis 2012 sur les deux bureaux de poste que je gère sur la ville de Chalette. Chalette donc principale, PAL, et Chalette-Vézines. Donc en bleu pour la partie Chalette-Vézines et en jaune-orange pour la partie de Chalette principale. On est passé en 2012 de 320 visites par jour à quasiment moitié moins, 168 visites par jour en l'espace de 8 ans. Alors bien évidemment, on ne va pas s'attarder forcément sur les chiffres de 2020 qui étaient bien évidemment exceptionnels. Et puis pour vous donner du sens sur l'année 2015 qui est particulière également, c'est simplement qu'on était en travaux pendant une période de 8 mois, si vous avez mémoire, pour rénovation complète du bureau de poste de Chalette. Voilà. Les horaires ont donc été adaptés pendant ces différentes années. La bonne nouvelle, c'est que l'année dernière, en 2019, nous avons augmenté l'accueil sur le bureau principal, donc avec une fermeture entre autres à 18 h pour pouvoir accueillir les clients plus tardivement. Et à l'inverse, suite à la baisse de fréquentation en 2015, le bureau de poste de Chalette-Vézines avait donc diminué ses créneaux horaires et reste ouvert le matin de 9h30 à 12h30. Je te laisse. Donc, je vous disais, donc, il y a un contrat donc, de présence postale qui nous lie donc, avec l'État et l'association des maires. Et ce contrat de présence postale nous autorise à aller à la rencontre des élus pour imaginer ensemble comment on peut donc voir donc l'évolution de la présence postale. Alors je ne vais pas lire donc ce qui est écrit à l'écran, hein, vous le voyez, je pense bien. Hein. Un bureau de poste peut être transformé en partenariat. Et comme nous sommes dans une commune dans laquelle il y a plus d'un bureau de poste, c'est après avoir présenté un dossier de synthèse, c'est ce que l'on doit faire quand on est en face à face, on le fait donc d'une manière un peu différente dans la mesure où nous sommes dans le conseil municipal, mais on va dire qu'on peut considérer qu'on le fasse ou qu'on le fait aujourd'hui, et on va dire pour demander donc l'avis donc des élus. On dit bien donc l'avis donc des élus. Mais moi je ne prendrai pas, enfin donc avec la Poste, on ne veut pas prendre donc de décision sans en concerter avec les élus. Donc, même si on demande l'avis, moi je veux aller un peu plus loin, parce que encore une fois, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière donc, la loi, enfin, donc, il y a une loi postale qui prévoit également que pour une commune, c'est un point de contact par tranche de 20 000 habitants. Donc sur Chalette-sur-Loing, il est bien évident qu'on n'est pas aux 20 000 habitants, mais je n'ai pas dit qu'on voulait supprimer un point de contact. Ce qu'on souhaite, c'est modifier sa forme donc, de présence pour offrir toujours les services dans la commune. Alors il est bien évident que ce n'est pas donc, le bureau donc, de Chalette principal qui est ciblé, hein. Ce bureau qui est actuellement en travaux, parce que justement on veut encore améliorer donc, la qualité d'accueil des clients, c'est vraiment donc, la volonté affichée. Mais aujourd'hui, vous avez vu donc, la décroissance sur la fréquentation donc, de Chalette-Vézines. Aujourd'hui, le bureau en l'état, on ne peut pas donc, le laisser en tant que tel. Si tu me permets, Francis, le bureau de Chalette principal, où vous êtes informé, le bureau est actuellement en travaux pour rénovation à nouveau, pour construction d'un second bureau de conseiller bancaire, afin toujours d'améliorer l'accueil de nos clients. Donc les travaux finissent d'ici peu, hein, le bureau réouvre le 5 février. Et donc le but c'est de pouvoir accueillir un second conseiller bancaire sur le bureau de poste de Chalette principal pour continuer de développer l'activité sur Chalette. Bon.
Voilà, donc vraiment donc, notre présence aujourd'hui, et je remercie Monsieur le maire donc, de nous laisser donc, la parole à l'ensemble du conseil municipal, hein, c'est donc d'évoquer avec vous, et alors encore une fois, donc, ça peut être interactif, vous pouvez nous poser donc, des questions, on est là pour y répondre, ou tenter d'y répondre, on n'a peut-être pas toujours les réponses immédiates, mais on s'engage à vous apporter donc, des réponses ultérieurement si besoin. Aujourd'hui, donc, ni plus ni moins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on souhaite mettre en œuvre un partenariat tel que l'on a donc, dans plus de la moitié donc, des bureaux du département, et qui donne des niveaux de satisfaction très élevés, parce qu'on est aujourd'hui donc plus de 90% donc, des élus avec lesquels nous avons engagé cette démarche, on va dire, sont satisfaits donc, de la forme donc, de partenariat qui est mise en œuvre. Pour vous présenter donc, les différents types de partenariats que l'on propose. Alors, il y a donc ce qu'on appelle donc, deux solutions, soit un partenariat privé avec un relais commerçant, ce qu'on appelle la poste relais dans notre jargon, soit un partenariat public avec une collectivité au sein d'une agence postale communale. Pour mettre tout ça en image, la poste à relais, aujourd'hui, on en a donc, quelques milliers en France. Alors on a des partenariats donc, avec des grandes enseignes nationales, vous ne voyez peut-être pas donc, en fond de salle, mais aujourd'hui on le pratique très couramment. On le fait aussi avec des commerces locaux. On va dire on a l'essentiel des services qui sont rendus par un commerçant. L'intérêt, c'est que nous sommes sur des amplitudes très larges, avec des opérations, toutes les opérations colis, courriers sont réalisables au sein de ces points de contact. Au niveau des opérations bancaires, ce sont ce qu'on appelle des retraits de dépannage. C'est la Poste qui fournit tout le matériel, toute la formation du commerçant. Quand nous sommes dans une agence communale, c'est totalement différent. N'oubliez de dire que il y a toujours une convention qui est signée avec un commerçant. Elle est signée avec le commerçant et elle est liée à l'activité et à la vie du commerce. Quand on travaille avec une agence communale, il y a une grande différence. C'est qu'aujourd'hui, les communes ont vocation à durer. Pour moi, ça reste un niveau on va dire, administratif indispensable à la vie locale. Et là, on signe une convention avec une collectivité qui va au choix de la collectivité entre 1 an à 9 ans. Et cette convention est reconductible pour la même durée automatique. Ça veut dire qu'à partir du moment où une convention est signée avec une collectivité, la Poste reste minimum 18 ans. Nous avons des agences communales qui sont plus anciennes et pour lesquelles nous avons renouvelé, parce que ça se renouvelle au terme du premier renouvellement, et pour lesquelles on repart pour la même durée de 9 ans. Donc il y a des agences communales qui ont été mises en place et dans les collectivités, on est assuré pour 36 ans. Quand on confie, on va dire, l'activité, il y a bien sûr une indemnité qui est versée. Pour un commerçant, c'est un salaire plus un intéressement aux opérations, ça reste du vrai commerce. Quand c'est une collectivité, c'est une indemnité qui est renouvelable. Enfin non, une indemnité qui est versée tous les mois, excusez-moi. Hein. Pour l'exemple, c'est 1 178 € en 2020. Manifestement, pour 2021, il n'y aura pas de grandes évolutions. Quand nous sommes quartier prioritaire de la ville, on fournit tout le mobilier, on accompagne s'il y a besoin de travaux, il y a un fonds de péréquation qui est prévu pour cela. C'est la commission de présence postale qui tranche, mais jusqu'à présent, on va dire, tout a toujours été accordé. Et on peut aller au-delà, on va dire, de l'activité postale. Dans une agence communale, on peut installer ce qu'on appelle des équipements informatiques, des îlots numériques, pour permettre d'apporter du service supplémentaire. C'est-à-dire que des citoyens peuvent très bien venir faire des démarches administratives au sein de cette agence communale. C'est vraiment le service supplémentaire. Ce n'est pas une structure France Service qu'on peut l'imaginer telle qu'elle est au PIMS, mais on peut imaginer également des services du PIMS qui viennent également dans une agence communale. Parce que j'ai la particularité tout simplement d'être trésorier du PIMS de Montargis. Et j'en ai déjà échangé avec la directrice qui a dit, moi de toute façon, s'il y a un point public au sein de Vézines, ça m'intéresse d'aller tenir des permanences. Donc on pourrait imaginer un pôle public qui apporte vraiment du service à l'ensemble des citoyens de la commune. Alors, je vous ai dit 2 solutions, mais il y en existe une 3e solution, qui est quelque chose d'assez nouveau, qui s'apparente très fort à l'agence communale. C'est-à-dire que les services sont exactement les mêmes, sauf qu'au lieu que ce soit
tenu par du personnel communal, ça pourrait être tenu par une association de l'économie sociale et solidaire. C'est quelque chose que l'on va mettre en place donc, dans une commune donc, du département. Bien sûr, donc, ça doit se réfléchir. Il peut y avoir donc, une idée donc, à creuser donc, derrière cela. Hein. Voilà, donc c'est une solution qui existe également. Et cette solution, comme je vous ai dit, donc, là, on demande donc, l'avis donc, des élus. Sur le principe, on vous présente une solution. Si elle ne satisfait pas, on peut donc revoir donc, une deuxième solution, mais in fine, on pourra le mettre en œuvre. Encore une fois, donc, notre objectif n'est pas donc, de passer donc, en force, hein, c'est de travailler avec vous et de réfléchir quelle est la meilleure solution. Et là, bien évidemment, vous avez vu qu'il y a un délai donc, de 2 mois qui peut être porté à 3 mois pour le délai pour la réponse. On n'est pas non plus donc on est là pour réfléchir ensemble. On aimerait bien donc le mettre donc sur la mise en place sur la fin du premier semestre. Après donc l'objectif c'est ensemble donc de réfléchir et de trouver la meilleure solution. Voilà, donc on a fini la présentation, donc on est ouvert à toutes vos questions, donc à toutes vos remarques. N'hésitez surtout pas. Bien, je crois que tout le monde a bien compris le sens de la proposition. Vous avez la parole pour poser les questions que vous souhaitez concernant la présence postale sur Chalette. Oui, Monsieur Gage. Merci, Monsieur le maire. Moi, je pense que les 3 pistes sont... Voilà, je les découvre là, mais est-ce qu'il serait possible, peut-être pas aujourd'hui, mais d'avoir pour chacune de ces pistes, donc il y a le relais commerçant, le service communal, l'agence communale, ou éventuellement tenu par une association d'économie sociale et solidaire, si j'ai bien compris. Mais à chaque fois, il faudrait avoir le niveau de service rendu. Est-ce que ça ouvre tous les jours? Est-ce que ça ouvre 1 jour par semaine, etc. Et le coût qu'il y a pour la commune résiduel, une fois qu'il y a une partie des travaux reversés, enfin une subvention, comme vous l'avez dit, mais à la fin, qu'est-ce qui reste comme coût à la charge de la commune, quoi, il me semble. Très bien. Pour la partie relais commerçant, pour la commune, c'est coût zéro. Puisqu'on s'installe dans le commerce, on installe le mobilier. Donc là, c'est très clair, c'est vraiment coût zéro. Quand nous sommes dans une agence communale, c'est comme je l'ai dit, donc nous devons être dans des locaux communaux avec du personnel communal. Nous versons donc une indemnité de 1200 euros. 1178 euros par mois. 1200. Par rapport aux travaux nécessaires à la mise en œuvre donc, dans un local, on ne peut pas aller au-delà donc, de 80% du montant hors taxe. Ce sont les subventions traditionnelles qu'une collectivité peut bénéficier, hein, en sachant qu'elles sont octroyées dans 99% dans des situations, on va dire 100%. On donne également donc, une indemnité compensatrice égale à 3 fois donc, le montant mensuel. C'est une prime d'installation. Nous fournissons tout le mobilier et nous formons donc les agents nécessaires. Après, quand c'est un commerçant, c'est sur l'amplitude horaire donc, du commerçant. Quand c'est une agence communale, c'est la mairie qui détermine l'ouverture. Ce n'est pas nous qui pouvons imposer en disant « vous devez ouvrir de temps à temps ». Aujourd'hui, on est ouvert sur Chalette principale, Vézine. Sur Vézine, on est de 9h30 à midi. Voilà, de 9h à 12h30, on est ouvert 3 heures par jour, donc tous les matins. Tous les matins. Lundi au samedi. Donc on est ouvert donc 18h. L'objectif, encore une fois, c'est donc de savoir quel est le service que l'on veut rendre aux citoyens. À partir du moment où on délègue, nous, donc à la mission donc à la mairie, encore une fois, c'est la mairie qui choisit. Moi, j'ai connu une... Enfin, donc c'était avant que j'arrive, il y a une mairie qui a dit « Vous n'avez pas su le faire, on va faire beaucoup mieux que vous ». On était ouvert, je crois, donc à peine une vingtaine d'heures dans une commune, et ils ont ouvert une trentaine d'heures. 1 an après, le maire a dit... là j'étais en poste, il me dit « Monsieur Hibon, est-ce que je peux réduire les horaires? En fait, on s'ennuie. » Je dis « Pas de problème, vous réduisez les horaires. » Parce que quelque part, si nous sommes confrontés à cette situation-là, on le subit, on ne le choisit pas, donc les clients ne fréquentent plus, donc on sait pour les raisons pour lesquelles. 1 an après, il me dit, non, parce qu'en fait, il l'avait mis dans le bureau de poste. Il a dit, vous ne savez pas le faire, on va le faire mieux que vous, donc dans le bureau de poste. 1 an après, il me rappelle en me disant, Monsieur Hibon, on voudrait le mettre mutualisé avec les services donc, de la collectivité. Voilà, c'est que
C'est la mairie qui choisit, nous n'avons pas à prendre de position par rapport à cela. Est-ce que j'ai répondu? Alors, encore une fois, donc, par rapport aux services, c'est ça que vous avez posé comme question aussi. Tous les services courriers, recommandés, colis, sont assurés aussi bien dans un relais commerçant que dans une agence postale ou relais ESS. La différence porte exclusivement sur la partie bancaire. Quand nous sommes en relais commerçant, c'est une liste de clients identifiés qui peut faire donc des retraits maximum donc de 150 € tous les 7 jours. Quand nous sommes dans une agence communale ou un relais ESS, c'est on peut faire aussi bien donc des retraits que des dépôts jusqu'à 500 € sur les mêmes périodes de 7 jours, par titulaire et par compte. Excusez-moi, je crois que vous n'avez pas répondu sur le SS, sur le schéma économique. C'est qu'il y a des salaires à payer, oui. Excusez-moi, donc sur le schéma économique de l'ESS, bien souvent, donc, où nous sommes en France, donc il n'y en a que 35 en France, hein, donc il n'y a pas non plus un grand nombre, mais donc là, donc, on va en avoir une dans le Loiret. Les locaux sont mis à disposition par la mairie, ça s'arrête là. Et après, c'est l'ESS qui assure la gérance donc, du point de contact. L'indemnité qui est versée est la même. Voilà, la différence est juste là, on va dire c'est juste le personnel qui change. Bien. Oui. Vous êtes déjà dans votre objectif de proposer quelque chose là où vous voulez aller. Mais moi, j'ai des questions à poser quand même. En réduisant le nombre d'heures d'ouverture, forcément, vous avez moins de clients. Et forcément, pour faire dire que l'agence ne fonctionne pas, c'est la meilleure solution. Le quartier des Vézines, c'est un quartier quand même qui vit. Et il y a des commerçants qui sont ouverts 7 jours sur 7. Comment vous pouvez expliquer que une agence qui fait transfert d'argent avec Western Union vit et que vous, la Poste, en faisant la même chose, transfert d'argent Western Union ou d'autres, plus la Poste, plus d'autres prestations, vous n'arrivez pas à vivre sur un quartier qui vit très bien et que les gens sont... Voilà, c'est un quartier vivant. Je ne comprends pas. L'activité principale d'un bureau de poste reste malgré tout la partie courrier. Alors, juste pour vous donner donc des ordres de grandeur, en 2008, la Poste transportait 18 milliards d'objets par an. 10 ans après, nous sommes passés à moins de 9 milliards. Et malheureusement, on a connu donc une année telle qu'elle est aujourd'hui. Et là, on perd encore 30%. Nous sommes dans la construction d'un plan stratégique 2030. Et on est persuadé qu'en 2030, les facteurs ne distribueront pratiquement plus aucun courrier. C'est-à-dire que donc, excusez-moi monsieur, au niveau des bureaux de poste, la partie courrier devient donc la partie la plus faible. Je vous parle d'un quartier qui est vivant, oui, qui, malgré les crises et autres, qui vit très bien. Ça bouge, il y a du monde. Donc la Poste qui est là doit fonctionner normalement, même s'il y a une petite baisse, mais ce que vous dites, vous parlez au niveau global. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes, monsieur. C'est pas nous qui... Non, mais vous avez réduit le nombre d'heures d'ouverture. À partir de forcément. Avez-vous réduit les voilà. heures d'ouverture 2015. Donc forcément, vous l'avez construit cette dégradation. Vous l'avez construit, forcément. Sauf que... Si vous étiez resté ouvert tous les jours aux mêmes horaires, il n'y aurait pas cette dégradation. Je vous dis que c'est un quartier vivant et les commerçants, les petits commerçants qui font fruits et légumes, qui font boucher et autres, ils vivent très bien. Et un petit commerçant qui fait transfert d'argent, Western Union et tout, qui est... voilà, et il vit. Et vous faites ça, transfert d'argent, et autre chose, vous ne vivez pas, je ne comprends pas. Donc, il faut répondre à ces questions-là, déjà. Alors, l'amplitude horaire, nous l'adaptons en fonction donc, de la baisse de trafic. Nous ne pouvons pas... Non, monsieur... Vous l'organisez, ça. Alors, vous l'organisez, ça. Donc. Si on prend, donc, pour exemple, on va dire, sur la partie donc, de 2012 à 2016, on n'a pas changé les horaires. Je peux vous donner donc les chiffres année par année. De toute manière, vous partirez sur vos... Voilà, et vous direz que ça, vous ne direz pas autre chose. Donc, Mais je peux vous donner les chiffres, monsieur, année par année, si vous le souhaitez. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 20
Malheureusement, nous sommes devant un constat. J'ai un peu trop l'habitude par rapport à Hutchinson, qui est une grosse boîte et qui fait les mêmes statistiques que vous pour arriver à un objectif. Donc vous faites la même chose. Donc ça ne sert à rien de discuter. C'est votre vision. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Monsieur Faure. Oui, bonjour. Donc déjà merci pour votre intervention. Donc je vais rester un peu plus pragmatique. Je voulais savoir en termes d'emploi combien la Poste représentait dans notre agglo. Merci. Alors les chiffres dans l'agglo, donc là honnêtement je ne les ai pas donc, de manière précise, en sachant que le plus gros employeur c'est le centre courrier donc, de Chalette. Hein. Et là donc je n'ai pas donc, les chiffres précis. Enfin, moi je veux bien prendre la parole 30 secondes pour donner la réponse à M. Pop. Moi je suis directeur d'un établissement, il y a 400 personnes. Voilà. Et il y en a 150 sur la plateforme de Chalette. Ce qui m'intéressait aussi. Il y a en équivalent temps complet, c'est 18 heures. Il fait plus de 18 heures. C'est 18 heures par semaine d'ouverture, mais techniquement, il y a au mieux 2 chargés clientèle. Ouais. Et ça ne représente pas donc, forcément un temps complet, étant donné que sur un temps complet à 35 heures, avec 18 heures d'ouverture, on n'est même pas sur un demi-poste. Il y a 2 personnes en permanence. Alors, pas en permanence, non. Mais en quasi-permanence, sur les horaires d'ouverture, il y a jusqu'à 2 personnes. C'est-à-dire quelqu'un qui est au guichet et... Non, les 2 personnes au guichet. Les 2 personnes au guichet, mais qui font le même travail. Qui font le même travail. Donc, y compris l'activité bancaire. Quoi. Y compris l'activité bancaire. Ce qui m'intéressait aussi, c'était l'évolution de la masse salariale, en fait, hein, pour savoir si elle évoluait positivement, négativement, avec toute la transformation de la Poste, notamment tout ce qui est automatisation des guichets. Voilà, comment vous le vivez merci. Alors actuellement, moi, sur le secteur, on est une vingtaine sur le secteur. Et là, actuellement, mis à part donc un départ en retraite l'année dernière, concrètement, il n'y a pas eu de départ de personne. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Renouf. Je parle assez fort, ça va, tout le monde m'entend. Là, on a des chiffres de Chalette. Mais comme le bureau de Béziers est fermé, vous ne pensez pas que les gens ont été ailleurs pour pouvoir faire leur transaction. Donc, est-ce que les chiffres aux alentours ont augmenté ou diminué? Partout les chiffres sont en baisse. L'année 2020 est une année particulière, mais donc l'année 2020, voilà. Mais aussi sinon, donc depuis, vous pouvez prendre tous les histogrammes, à part 3 communes dans le département du Loiret qui sont atypiques, tous les bureaux de poste ont une fréquentation qui baisse, et c'est de manière, on va dire, inéluctable. On va dire aujourd'hui, non mais, on a donc des communes qui ont souhaité, parce que donc je suis allé les rencontrer pour trouver la même solution qu'avec vous, qui ont souhaité mettre donc en place donc, des plans de dynamisation donc, pour refaire revenir du monde dans les bureaux de poste. Malheureusement, avec toute la meilleure volonté du monde, si donc, la recette avait fonctionné, on l'aurait déjà mis en œuvre. Et partout, on a une baisse moyenne de 7 à 8% par an. Aujourd'hui, donc, tous les clients n'envoient plus de courrier, donc ils ont tous un téléphone dans la poche, ils envoient des SMS, ils envoient donc des mails, et on est donc confronté donc, à cette situation très importante. Voilà, donc on ne peut pas donc, aller au-delà. Les services bancaires, la plupart donc, des services bancaires, aujourd'hui, donc je ne sais pas si je vous interroge individuellement, combien de fois vous rencontrez un conseiller bancaire, la plupart donc, des opérations se font à distance. Les virements se font donc, par la banque en ligne. Voilà, donc aujourd'hui on est confronté donc, à une évolution technologique et on ne peut pas donc aller, on ne peut pas casser cette marche-là. Bien, messieurs, dames, il est 19h05, donc je pense qu'on a bien tous compris l'objet de l'intervention de M. Hibon et de son collègue. On ne va pas faire le tour de la question aujourd'hui. Moi, je vous propose, une question nous est posée. Nous devons y apporter une réponse. On ne va pas l'apporter ce soir. Je vous propose qu'on arrête provisoirement le débat là, parce qu'après, on a bien compris les termes du débat. On va se répéter autour du service public. Et évidemment, j'avais déjà eu l'occasion, moi, d'aborder ces questions avec les représentants de la Poste dans le passé. Donc la question du service public, la question de la présence postale, la question... bref. Donc je vous propose qu'on va donc
amener des éléments de précision sur les termes de la proposition et les coûts et les conséquences, etc. Hein. Et puis après, on arrêtera une position on a un délai de 3 mois, je pense. Alors, on vous enverra un courrier, voilà. Monsieur le maire. Vous recevrez un courrier. On a un courrier officiel. Voilà. Il y a un courrier officiel, et à l'issue, on reçoit un courrier officiel sur la présence postale, et on a 2 mois pour y répondre, ou 3 mois. 2 mois, vous pouvez demander donc un mois supplémentaire si vous voulez. Bon, donc on attend le courrier, évidemment, vous l'aurez tous en copie. Merci. Et dans le délai des 3 mois, des 2-3 mois, on fera une réunion spécifiquement pour arrêter une position commune. Enfin, pour arrêter une position, pardon, du conseil municipal. D'accord ? En attendant, Monsieur le maire, si vous avez besoin d'éléments complémentaires, vous n'hésitez pas à me contacter. Il n'y a pas de souci. Donc, on remercie en tout cas M. Hibon et M. Sosaya d'être venus ce soir nous apporter ces explications. Vous comprenez pourquoi moi je souhaitais qu'il les apporte à l'ensemble du conseil municipal et pas simplement au maire dans son bureau. Voilà. Donc, je vous propose que nous arrêtions pour ce soir le débat là-dessus et on y reviendra ultérieurement. Il nous reste à vous remercier. Merci beaucoup. Bon retour sur Orléans, peut-être. Et oui. puis, bon conseil municipal. Localement. Monsieur Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Personne ne accompagne. Si. Bon. Bien. Donc, nous attaquons l'ordre du jour, si vous le voulez bien. La délibération numéro 1. Donc, on a quelques délibérations financières et techniques que nous devions prendre avant le 20, je crois, ou le 21, je ne sais jamais, c'est le 20. Avant le 20 janvier. Donc, décision d'investissement. Alors, toutes ces questions ont été vues en commission finance. Une délibération technique, investissement anticipé 2021. Il s'agit que, dans l'attente du vote du budget que nous voterons que fin mars, d'autoriser l'engagement d'un certain nombre de dépenses d'investissement parce que les travaux continuent, hein, notamment celui de la piscine qui vient de reprendre depuis le 4 janvier. Les entreprises sont de nouveau sur le chantier et donc, fin janvier, on va recevoir des factures. Donc, il faut bien pouvoir les payer. Donc voilà, cette délibération technique nous permet d'engager des dépenses dans la limite de 25% des sommes engagées l'année dernière, dans le budget 2020. Est-ce qu'il y a... Bon, c'est une délibération qu'on prend chaque année. Hein. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité, merci. Des autorisations de programme et des crédits de paiement. Là également, il s'agit de mettre à jour les APCP. Nous sommes, suite à l'arrêt des travaux de la piscine il y a 2 ans, l'AP piscine avait été arrêtée. Donc il s'agit de reposer en fait, c'est pas ça. C'est que l'AP piscine, l'autorisation de programme crédit de paiement que nous avions ouvert pour la piscine en 2015, se terminait en 2020, puisque nous devions ouvrir la piscine en 2019, fin 2019. Donc, naturellement, l'AP piscine s'est arrêtée en 2020. Compte qu'il y a eu 2 ans d'interruption du chantier, je vous propose donc de reconduire l'AP piscine sur 2 ans, 2021-2022, pour permettre tout simplement, à travers cette autorisation de programme prolongée et le crédit de paiement, de terminer la construction de la piscine. Voilà. Pour la base de loisirs, là, il n'y a pas de prolongation, c'est qu'on a différé les crédits de paiement prévus en 2021 sur 2022. C'est la rue du Guéobiche. Hein. Pour le quartier de la Folie, les travaux se terminent. Là, ils ont été réceptionnés au mois de décembre ou ils vont l'être au mois de janvier. Donc le chantier doit se terminer en 2021. Et les services techniques, le chantier devrait démarrer, si tout va bien, en fin d'année. Je salue l'arrivée de M. Toine. Voilà. Donc voilà. Donc, il y a des questions sur les APCP. C'est là aussi une délibération technique. Évidemment, le vote des CP dans la colonne 2021 signifie que nous devons inscrire ces crédits de paiement
au budget primitif 2021. Hein. Voilà. Il y a des oppositions, des abstentions. C'est donc adopté. Merci. Budget primitif, une DM numéro 4 qui, donc, pareil, a été vue à la Commission des finances. C'est une petite DM d'ajustement des dépenses de fonctionnement uniquement. À hauteur de 216 791,05, vous avez vu, ce sont que des apurements de contrepassation des rattachements, voilà, qui sont des écritures qui se neutralisent en dépenses et en recettes. Est-ce qu'il y a des questions? C'est donc des écritures de fin d'exercice comptable. Il y a des questions? Il n'y a pas de dépenses nouvelles, c'est ça que je veux dire. Il y a des questions? Bon, donc je vous propose de voter cette décision modificative numéro 4, qui est une délibération aussi technique, qu'on doit prendre avant le 20 janvier. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Une autre délibération technique, c'est la durée d'amortissement. Nous l'avions prise au mois de novembre, je crois, ou décembre même. La perception nous a demandé quelques précisions. On les a mis en gris. Donc, nous devons rajouter que les biens, nous avions prévu d'amortir les biens à partir de 500 €, que les biens inférieurs à 500 € s'amortiront sur un an. Bon. Que l'amortissement des biens tels qu'ils sont décrits sous-dessous concerne les biens acquis à partir de 2020. Deuxième précision. Et troisième précision, nous avions voté un amortissement des biens pour les installations de voirie et pour les autres agencements et aménagements de terrain de 20 et 30 ans. Il s'agit simplement de supprimer ces amortissements puisqu'on on n'en fait pas. On n'amortit pas ce genre d'installation. Est-ce qu'il y a des questions? Là aussi, c'est une délibération assez technique. Je propose de l'adopter. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Le COS, c'est donc, on vous propose de revoter. C'est une délibération que nous avions votée le 16 décembre. La trésorerie donc subordonne le versement de cette subvention à la modification de la convention d'objectifs signée en 2020 entre le COS et la collectivité. Voilà, sur la base de la délibération votée le 24 février 2020. Donc, il convient donc, pour permettre le versement de cette subvention sur le budget 2021, d'approuver la convention d'objectifs pour cette nouvelle année et de délibérer de nouveau pour décider le versement au COS d'une subvention globale de 93 204, incluant la somme de 15 100 € déjà validée en décembre. Donc, nous aurons une délibération sur la convention d'objectifs, mais là, c'est la délibération financière. Chaque année, nous versons une subvention au COS de l'ordre de 50 à 60 000 €. S'agissant d'une subvention supérieure à 23 000 €, nous avons, comme avec les clubs de sport ou avec n'importe quel autre club ou association, une convention d'objectifs. La subvention exceptionnelle qu'on a votée en décembre vient se rajouter à la subvention votée en mars. Donc la personne nous dit, cette subvention doit être prévue dans la convention d'objectifs, tout simplement, puisque ce n'est plus une subvention de 93 moins 15 que vous versez, mais une subvention de 93 204 pour l'année 2020. Voilà. Donc là, nous avons la subvention. Donc, on décide de verser une subvention d'un montant global de 93 204 au profit du COS, sachant que dans cette convention globale, elle intègre la subvention exceptionnelle de 15 100 €. Est-ce qu'il y a des questions? Je propose donc de voter cette subvention globale qui intègre la subvention exceptionnelle qu'on a votée qu'on revote là, puisqu'on l'avait votée en décembre. Donc, je pense qu'on annule. Je ne sais pas si ça annule la délibération de décembre, peut-être. Hein? C'est pas marqué. Donc, ça annule la délibération de décembre, de fait, je pense. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Je vous propose de voter aussi pour 2021 une avance de subvention au guidon chalétois de 20 000 € pour permettre à l'association de fonctionner. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions?
C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Mise à jour du tableau de... Ah, c'était à Christophe Rambaud. Vous étiez dans la lancée. Christophe. Tu veux... C'est Christophe Rambaud qui rapportait. Vous ne l'avez pas entendu? Bon, je vous prie de m'excuser. Vous étiez dans ma lancée. Des délibérations des finances. Alors, la mise à jour du tableau des effectifs. Madame Hug. Merci, monsieur le maire. S'agissant du personnel. Il est nécessaire de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs de la manière suivante, afin de nommer des agents ayant réussi leur examen professionnel. Création d'un poste de rédacteur principal deuxième classe à temps complet. Création d'un poste de rédacteur principal première classe à temps complet. Création d'un poste de technicien principal première classe à temps complet. Très bien. Oui, c'est suite à des examens qu'ils ont réussi. Des agents qui ont réussi leurs examens professionnels, on va les nommer, voilà. Comme on s'y est engagé. Est-ce qu'il y a des questions? Je propose donc de voter cette modification du tableau des effectifs. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Convention d'objectifs relative à l'attribution d'une subvention à l'association Comité des œuvres sociales du personnel communal au titre de l'année 2021. Madame Hug. Merci, monsieur le maire. Conformément à la loi du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, il est nécessaire d'établir une convention d'objectifs avec l'association Comité des œuvres sociales en vue du versement de la subvention 2021 d'un montant global de 93 204 €. Donc c'est ce que vient de vous expliquer monsieur. Et donc de modifier la convention d'objectifs en même temps. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 9, c'est le compte-rendu de délégation d'attribution du maire. Vous avez des remarques, des questions sur cette... Donc vous voyez qu'il y a des décisions qui concernent la piscine. Hein. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, le chantier a redémarré depuis le 4 janvier avec l'entreprise Snidaro qui est chargée du carrelage, mais elle doit au préalable démolir les chapes qui ont été faites et mal faites. Donc l'entreprise Snidaro exclut le chantier. L'entreprise d'électricité, c'est une grosse boîte nationale, Cegelec, qui a repris aussi des tableaux électriques qui avaient été endommagés pendant la fermeture du chantier, et pour remettre des tableaux électriques provisoires pour permettre simplement le chantier. Des cabanes de chantier ont été installées, et depuis hier, l'entreprise Métal 37 est sur le chantier avec des approvisionnements qui étaient un peu plus longs. C'est tous les bacs acier pour la couverture qui avait été refaite entièrement sur les bassins. Ça faisait partie aussi du litige, le carrelage et la couverture du bassin. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Le chantier démarre. Donc, il y aura des incidences financières. C'est pour ça que je réunis la commission d'appel d'offres la semaine prochaine. Hein, vous verrez. Malheureusement, on a des incidences financières, mais un chantier aussi important qui s'arrête pour des procédures judiciaires pendant 2 ans, c'était inévitable. Et on a relancé des appels d'offres. Là, on relance aussi un appel d'offres sur 3 lots, puisque les entreprises ont soit renoncé depuis le temps qu'on avait... Les lots ont été attribués, certains il y a 5 ans, 4 ans. Voilà. Donc on a relancé certains lots, ou parce que l'entreprise était défaillante. Voilà. Donc il y a du bardage extérieur, notamment la peinture, le lot peinture, le bardage extérieur qui va habiller un certain nombre d'éléments de la piscine. Et puis le 3e lot, je ne sais plus ce que c'est. Voilà. Donc tout ça, c'est des processus en cours avec des surcoûts qu'on peut estimer aujourd'hui à 10% du montant des travaux initiaux. Honnêtement, si on s'en sort avec un dépassement de 10% sur le coût travaux,
on pourra s'estimer heureux après pour un chantier de cette ampleur-là et de cette technicité-là. Voilà, donc commission d'appel d'offres la semaine prochaine, je crois, le 26, pour prendre en compte un certain nombre d'avenants liés au chantier. Voilà. Donc, j'ai reçu des questions écrites. Alors, les questions écrites sont arrivées sur une boîte mail de la mairie, alors je ne sais plus laquelle. Donc, nous avons découvert les questions. C'est arrivé samedi matin, dans la matinée, enfin bref, ou samedi après-midi. Donc, nous avons découvert ces questions écrites que lundi matin, hier matin. Voilà. Donc, je vous avouerai que nous n'avons pas peu le temps d'étudier les questions en détail. Bon, je pourrais amener des réponses comme ça, mais je préfère qu'on amène une réponse. On amènera des réponses écrites de toute façon qui parviendront évidemment au groupe qui les a demandées et puis à tous les élus. Je peux dire que de toute façon, tout ce qui est programmation pluriannuelle, travaux, etc., nous aurons de toute façon en février l'occasion de l'aborder avec le ROB, par exemple. Nous aurons l'occasion d'aborder ces questions de programmation pluriannuelle avec le ROB. C'est le bon moment pour parler de ces projets au moins sur les 3 premières années du mandat. Voilà. Voilà. Pour ce qui est de l'IFSI, c'est pareil, on vous apportera là, c'est une réponse on vous fera une réponse précise à partir des éléments de discussion que nous avons actuellement, et avec l'IFSI, avec l'hôpital et avec la région centre. Voilà. Oui, monsieur le maire, sur l'IFSI, on aurait ce soir voulu avoir quelques informations quand même pour donner à tous nos citoyens chalettois et citoyennes qui attendent effectivement d'en savoir un peu plus sur l'évolution de ce bâtiment. Je vous remercie si vous avez quelque chose à dire. Non, je n'ai pas d'éléments à vous donner précis ce soir. Je préfère vous apporter une réponse. Vous faire la surprise. Par écrit, et on pourra y revenir de toute façon au prochain conseil municipal. Oui, est-ce que Yves Pruneau je crois que concernant l'IFSI, je crois qu'il n'est pas question de surprise. Bien évidemment, je pense que depuis nombreuses années, Chalette a pu manifester son intérêt pour l'IFSI à travers différentes rencontres avec la région et l'hôpital. Il y a actuellement des discussions en cours. Je pense que d'en parler ce soir, ça pourrait interférer sur les négociations qu'il y a actuellement. C'est un gros projet. En tout cas, la ville de Chalette soutient en tout cas l'IFSI, souhaite rénover ce bâtiment, souhaite peut-être reconstruire ce bâtiment et puis agrandir cette école, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, avec le contexte, on voit bien que cet IFSI est important. Former des infirmières et aides-soignantes, c'est une priorité aujourd'hui. Donc voilà, je pense que ce sujet mérite vraiment la construction et une méthodologie de projet. C'est en cours, en tout cas, il y a des agents qui travaillent dessus et l'élu référente aussi à la santé. Bien, donc nous reviendrons au prochain conseil. Donc, en précisant, c'est que vos questions écrites, ça c'est valable pour tous les conseillers municipaux, de la majorité et de l'opposition. C'est dans le règlement, ça doit être envoyé à l'adresse mail suivante en minuscule dgs@ville-chalette.fr. C'est dans page 8 du règlement. Donc c'est DGS en minuscule. Parce que DGS, ils le reçoivent en instant. Il y a toujours quelqu'un derrière l'ordinateur. Sur cette adresse mail, il y a toujours quelqu'un. Même si ça arrive un samedi, ça nous remontera tout de suite. Bien. Eh bien, écoutez, donc la séance du conseil municipal est clos. Je vous donne rendez-vous pour le mois de février, notamment avec comme ordre du jour le rapport d'orientation budgétaire. Voilà. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Oui, alors, je clôt le conseil. Je peux donner une information sur le Covid. Je pense que nous sommes abreuvés d'informations quotidiennement de la presse locale sur la situation locale et départementale, de la presse nationale sur la situation nationale. Nous avons, à la demande de l'ARS, via l'aglo, communiqué 65 noms jeudi
Les 65 personnes ont été vaccinées lundi. Voilà. Le problème, c'est que, vous le savez, hein, le Loiret n'a que 5000 doses de vaccin pour les 6 semaines qui viennent. Montargis a 600 doses sur les 1200 qui avaient été prévues. Voilà. Donc on est à la moitié à peine des doses prévues, ce qui va évidemment étaler. Voilà. Le Loiret a 5000 doses. C'est le minimum sur les 6 semaines qui viennent. Ça veut dire qu'on pourra vacciner sur les 6 prochaines semaines 30 000 Loiretains sur les 700 000. Vous voyez là. Et dans 6 semaines, les mêmes 30 000 seront revaccinés, puisqu'il faut 6 semaines de délai. Donc, sur les 12 prochaines semaines, s'il n'y a pas de nouveaux stocks qui sont livrés à la France, on va pouvoir vacciner dans le Loiret sur les 12 prochaines semaines que 30 000 personnes, via ce biais-là, hein, sachant que les hôpitaux ont des appros, mais c'est pour, a priori jusqu'à présent, c'était pour leur personnel et leur maison de retraite, et sachant que oui, et puis les services de secours, enfin bref, un certain nombre de... Les pompiers, peut-être les policiers, etc. Sachant que pour ce qui est des maisons de retraite privées, là aussi il y a une dotation qui passe par des pharmacies, parce que la plupart des maisons de retraite privées conventionnent avec des pharmacies, ce qui est le cas de la pharmacie du Bourg à Chalette par exemple, qui livrent les médicaments. Bref, donc ces pharmacies-là ont eu une dotation pour permettre les vaccinations des résidents en maison de retraite privée. Pour ce qui est de Duclos, nous avons évidemment mis les personnes âgées de plus de 75 ans dans les premiers à vacciner, mais bon, on a aussi des gens de plus de 65 et de plus de 60. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais dire un mot, Iba, sur le centre de santé. Bon. Très bien. Donc voilà,